Est-ce que tu savais qu'il y avait des gens tellement à la ramasse qui laissent les vers se développer dans leur vaisselle, qui débandent de même quand ils font l'amour, ou oublient tous leurs rendez-vous? Bah maintenant tu vas savoir. Alors aujourd'hui on va parler du TDAH adulte, et sache que j'ai déjà fait une vidéo sur le TDAH enfant. TDAH, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc si tu veux bien comprendre la vidéo, je pense que ça sera encore plus simple si tu as vu celle de l'enfant. Mais si tu l'as pas vue, c'est pas grave. Alors donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, déjà que c'est un nom pas terrible pour appeler ça chez les enfants, bah tu vas voir que ça va être encore plus compliqué chez les adultes. Donc au départ de la vidéo, je risque un peu de te perdre sur ce que c'est et sur ce qu'on sait dessus. Mais tu vas voir après, ça sera plus simple. En fait, le TDAH, c'est un trouble des fonctions exécutives, dont fait partie l'attention, mais aussi plein d'autres compétences comme la flexibilité mentale, le contrôle de soi, l'inhibition de tes automatismes, la planification, l'organisation, la gestion des émotions. Ça regroupe un ensemble de fonctions de haut niveau qui sont excessivement utiles dans notre vie de tous les jours. Imagine ta vie sans capacité à t'organiser, bah c'est compliqué. Il te faudrait toujours quelqu'un derrière toi pour te dire quoi faire ou des post-it partout pour te rappeler comment t'organiser. Et pouf, on faudrait un changement dans ton organisation et tu serais foutu, tu serais paumé, tu serais pas quoi faire. Donc, ces problèmes de fonction exécutive, elles amèneraient à développer plusieurs symptômes, dont les plus fréquents sont une difficulté à maintenir son attention, des oublis fréquents, un manque d'autonomie, une difficulté à faire des efforts, des pertes d'objets, des projets jamais terminés, et si on rajoute de l'hyperactivité avec des difficultés à rester en place, de l'impatience, du mal à se tenir correctement, tu vois que les domaines qui peuvent être impactés par ton attention, eh bien ce sont à peu près tout cela. Donc si tu as un déficit d'attention, tu risques d'avoir des déficits dans tous ces domaines de ta vie. Et cette difficulté à gérer sa vie, elle aurait des conséquences très importantes chez les adultes, car on observe chez les TDAH une plus faible estime de soi, une moins bonne qualité de vie, des difficultés scolaires, professionnelles, des études plus foirées, des moins bons résultats, plus de problèmes financiers, une moins bonne paye, plus d'accidents de voiture, plus de maladies chroniques, plus de passages aux urgences, 2 fois plus de divorces, plus de délits et plus de problèmes psy. Bref, tu prends tout ce qui est de négatif dans une vie, et tu vois que le TDAH augmente les probabilités que tout le reste arrive de plus négatif. Ce qui est logique, car les fonctions exécutives, comme je l'ai dit, sont extrêmement importantes, et que l'on ne se rend pas compte de toutes les opérations que fait notre cerveau à la seconde, simplement pour préparer à manger, par exemple. Alors, avant que les TDAH qui viennent ici dépriment, je vais déjà t'expliquer en quoi le TDAH c'est un concept très complexe et assez flou au final. Je vais te perdre un peu dans les recherches, mais c'est pas grave, puisqu'on verra comment les chercheurs essaient de comprendre tout ça ensuite, et quelles sont les solutions, car on en a plein. Alors, attention, pendant 5-10 minutes, je vais t'énoncer plein de faits sur le TDAH qui vont te faire dire « c'est quoi ce bordel, j'ai rien compris à ce que c'était le TDAH », et c'est normal, tu vas voir, parce que c'est pas très clair comme concept. La première chose à savoir concernant l'évolution du TDAH adulte, est que outre les 3 types de base que l'on connaît, c'est-à-dire les gens impulsifs, inattentifs et les gens qui ont les deux. En plus de ces classifications, les chercheurs voient 3 types d'adultes TDAH. Il y a ceux qui le sont enfants et dont les symptômes restent adultes et les handicaps. Ceux qui l'ont enfant dont les symptômes disparaissent adultes, et c'est tant mieux pour eux. Et ceux qui ne le sont pas enfants et qui développent un TDAH plus tard. Bon, déjà sur la dernière catégorie, on a un problème, car pour être diagnostiqué TDAH, il faut que tes premiers signes arrivent avant 12 ans. Donc logiquement, cela, on ne peut pas les classer TDAH, sauf que des chercheurs disent que cela pourrait être une nouvelle pathologie pas encore bien décrite. Ça, c'est la première hypothèse. Ou alors, la deuxième hypothèse, ce serait que ces gens-là qui développent un TDAH tardivement sont en fait des gens qui ont du mal à se rappeler de leur enfance et des signes du TDAH enfant qu'ils ont eu, et donc ils peuvent pas dire à leur psy qu'ils avaient des signes de TDAH. Ce qui pourrait se tenir vu les difficultés de mémoire à long terme des TDAH. Bref, on ne sait pas. Donc je vais surtout te parler du premier type, car le deuxième, il a plus de problème, donc il n'est pas TDAH, et le troisième, on ne sait pas encore trop le définir si ça existe vraiment. Ensuite, on prend ce monsieur. Déjà, il y a un problème avec la catégorie TDAH que l'on peut l'avoir avec plein de problèmes psy d'ailleurs. Imagine, tu as des capacités exécutives à 2 balles. Tu es vraiment à la ramasse sur toute ton organisation. Donc tu es très vite dépassé dans ta vie. Mais comme dans ta vie, tu n'as pas grand chose à gérer, tout va bien.
et tu peux pas être classé TDAH, parce qu'en fait, ta vie, elle est bien, même si tu as des capacités à la ramasse au test neuro. Puisque l'un des critères pour être classé TDAH, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose qui impacte sur ta vie. Autre situation, tu as des capacités neuro dans les normes, mais tu dois travailler 10 heures par jour, gérer tes 3 enfants, gérer ton couple, faire les impôts, le jardinage, le ménage, la cuisine, et tu veux rien lâcher. Eh bien, tu auras tous les signes du TDAH, car la charge mentale nécessaire à vivre ta vie dépasse tes capacités qui sont pourtant dans les normes. Et donc quelqu'un qui a des capacités exécutives faibles pourrait ne pas être classé TDAH, et quelqu'un qui a des capacités exécutives dans les normes, pourrait ressembler à un TDAH, parce qu'il a une vie qui est trop prenante, ce qui pose un problème de définition de ce que c'est un TDAH. En fait, un TDAH en théorie, ça désignerait, en théorie, j'utilise bien les guillemets, les gens dont la capacité de charge mentale est plus faible que la moyenne, et que cela impacte leur capacité à vivre correctement leur vie. Sauf que le problème, c'est que chez les enfants, ils ont à peu près tous la même vie à chaque âge. Donc dès que tu en as un qui flanche sur ses capacités exécutives, tu le repères vite, en général vers 7-8 ans, pour la plupart des cas. Mais les adultes, nos vies elles sont très différentes les unes des autres. Donc face à des symptômes du TDAH, déjà il faut faire le tri entre les gens qui auraient un TDAH et les gens qui ont une vie qui demande trop de charge mentale. Et là c'est déjà chaud. Alors on verra plus tard, l'un des bons moyens de les repérer, c'est justement d'essayer de faire en sorte de voir leur vie enfant, pour essayer de voir s'il y avait déjà des signes TDAH enfant quand la vie était la même pour tout le monde. Sauf évidemment si on trouve qu'il y a des TDAH adultes qui ne sont pas enfants, et là ça devient sacrément le bordel pour savoir qui est TDAH ou pas. Autre problème, pour identifier les TDAH, c'est que les fonctions exécutives, c'est parmi les fonctions les plus élaborées de ton cerveau. Et donc celles qui demandent le plus d'énergie et les plus sensibles. Par exemple, ta capacité à faire du vélo ne disparaît pas quand tu es fatigué, ta capacité à te contrôler ou ta motivation disparaît quand tu es fatigué. Et comme ces fonctions sont sensibles, il y a plein d'affections qui vont les impacter, qui peuvent être confondues avec un TDAH ou même provoquer un TDAH, comme les tags, le TOC, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, l'autisme, les troubles d'opposition, les drogues, les troubles 10, le trouble du langage, des tics, des troubles de la personnalité, certains médicaments, un AVC, un trauma crânien, des épilepsies, des problèmes de thyroïde, de l'hypoglycémie, de l'anémie, des intoxications comme avec le plomb, des troubles du sommeil, le diabète, le X fragile, l'alcoolisme fœtal, la phénylcétonurie et la neurofibromatose. Voilà, donc voilà en gros ce à quoi doit penser un psy quand t'as des signes de problèmes d'attention. Et le temps de faire le tour de tout ça, c'est pas facile. Donc, déjà, ce que tu peux être sûr, c'est que quand un professionnel va voir des signes de troubles de l'attention, le temps de pouvoir te diagnostiquer véritablement TDAH peut prendre du temps, surtout si tous les problèmes se confondent. En plus, je te rajoute un fait supplémentaire, c'est que quelqu'un à 32 ans qui a des signes de TDAH, il a eu 4 fois plus de temps de choper un problème et de s'en rajouter pour noyer et complexifier le diagnostic de TDAH par rapport à un gamin de 8 ans. Sans compter que être TDAH, ça augmente les risques de troubles biologiquement déjà, car par exemple la dépression et le TDAH partagent des caractéristiques neuronales communes qui font que les deux sont liés fortement chez certains TDAH, et qu'en plus ta vie de TDAH va être plus compliquée car tu te forces plus, donc tu vas augmenter les chances de problèmes psy. Donc les gens TDAH ont des fortes chances d'avoir des comorbidités, et le problème, c'est que la dépression créant des problèmes d'attention et que les problèmes d'attention pouvant augmenter la dépression, un psy peut se retrouver face à quelqu'un de dépressif et TDAH, mais à mettre très longtemps à détecter que c'était un TDAH parce que la dépression est présente depuis longtemps. Tout ça pour te dire que la personne qui te dira exactement ce qu'est le TDAH et le définir exactement en des termes objectifs n'existe pas, car cela ne désigne pas un état de ce que tu es, mais cela désigne une inadéquation entre ta charge mentale et les capacités que tu as. Et une personne jugée TDAH dans un environnement donné ne le sera pas dans un autre potentiellement, selon que les fonctions qu'il a touchées sont indispensables dans sa vie ou pas. Alors c'est clair que si le TDAH a un problème de gestion émotionnelle et d'impulsivité, où qu'il aille, le problème sera le même. Mais si c'est un problème comme la planification, et qu'il n'y a rien à planifier dans sa vie, il n'aura pas de TDAH. Et c'est pas rare, par exemple, moi que je détecte un enfant TDAH, que je me rende compte que l'un des parents l'est aussi, ou du moins a des capacités exécutives à la ramasse, sauf que c'est passé complètement inaperçu tout au long de sa vie car ça n'a jamais posé de soucis. Car il avait toujours
son conjoint pour gérer à sa place ou ses parents pour gérer à sa place. Donc la première chose particulière dans le TDAH que l'on va juger, c'est qu'on ne va pas le juger en fonction de l'état, mais en fonction de la demande de ton environnement aussi. Et je rappelle que dans les critères du TDAH, si tu n'as pas de soucis, tu n'es pas TDAH. Et là, je vais te donner effectivement le pire pour montrer que la définition est assez bizarre, que c'est un concept bâtard, c'est qu'imagine, tu es diagnostiqué TDAH, car ta vie part en vrille. Imagine que tu suives un psy et que tu apprennes à gérer tes faibles capacités exécutives et qu'il n'y a plus de problème du coup car tu arrives à très bien gérer ta vie grâce à quelques mesures compensatoires d'organisation. Eh bien hop, tu peux plus être considéré TDAH. Même si tu as toujours les capacités neuro à la ramasse, tu n'es plus TDAH parce que ta vie n'est plus pourrie. Bah oui, t'as plus de problème dans aucune des catégories, donc en fait, tu n'es plus rien. Tu es juste quelqu'un en fonction de ton bilan neuropsy. Donc je trouve qu'on gagnerait plutôt à classer les gens en fonction de leurs capacités neuro et en fonction du bilan neuropsy, et pas en fonction des problèmes de leur vie. Donc on regroupe des gens sous une appellation TDAH, dont les manifestations peuvent être très différentes. C'est un peu comme avec l'autisme, où on voit bien que généraliser sur les autistes ne représente pas la réalité plurielle de ce que c'est être autiste, où tous sont différents et ont un bilan même neuro différent. D'où le fait que par exemple, mais c'est que mon avis personnel, c'est le bilan neuropsychologique des capacités des gens qui permet mieux de les comprendre qu'une appellation générique qui va évoluer dans 10 ans, parce que ce qu'elle définit n'est pas clair du tout. Et c'est aussi important ce que je viens de dire pour les TDAH adultes, car les zones cérébrales qui sont impliquées dans la flexibilité mentale, par exemple, ne sont pas les mêmes que celles pour l'inhibition. Et certaines de ces parties ne se développent pas de la même façon tout au cours de ta vie, ce qui aspecte que des TDAH disparaissent à l'âge adulte, et d'autres pas, puisque ça dépend de leur profil neuro et de comment ces particularités vont se développer tout au long de leur vie. Et ça sera la même chose pour le type de médicament, puisque chaque type de médicament peut gérer différentes fonctions. Bref, je ne crois pas que le TDAH décrive une entité concrète, mais plutôt un spectre de troubles liés à tes capacités exécutives. Et comme on verra tout à l'heure, ce n'est pas que mon avis personnel, donc on va pouvoir continuer là-dessus. Bon, je t'ai montré que quand on étudie le TDAH, c'est difficile de voir de quoi on parle. Parce qu'il y a un mélange de ton environnement, de tes capacités et de toute ton histoire qui fait que ça va être noyé dans plein de problèmes. Maintenant, on va essayer d'être plus clair et de voir ce que l'on sait. Les différentes théories qu'on a pour expliquer qu'une personne soit classée TDAH. Donc, les chercheurs, ils ont essayé de comprendre les bases du TDAH. Et voilà des théories. La première, c'est celle de la maturation cérébrale retardée. L'idée, c'est que comme les gens ont tous une croissance plus ou moins rapide, ce sera la même pour ta maturation cérébrale. Et en gros, un TDAH de 8 ans, ce serait une personne dont les parties liées au fonctionnement exécutif se développeraient plus lentement. Et il aurait par exemple des capacités exécutives d'un gamin de 6 ans. Ce qui explique pourquoi, souvent, quand on envoie un gamin TDAH, c'est pour, entre guillemets, manque de maturité. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je comprends que je vais devoir faire un test attentionnel quand on me dit ça. Et c'est ce qui ferait qu'un adulte reste TDAH ou pas, ce serait si la maturation cérébrale rattraperait son retard ou pas. Deuxième hypothèse du TDAH, c'est un problème d'hypoactivité de ton lobe frontal qui justement gère les fonctions exécutives. Alors ce serait beau d'avoir une explication aussi simple qu'une dysfonction d'une partie de ton cerveau, le problème c'est que ça va pas expliquer tous les symptômes du TDAH, ça va plutôt expliquer les problèmes de fonctionnement exécutif. Mais il y a d'autres problèmes dans le TDAH. Par exemple, il y a les problèmes d'impulsivité et de problèmes de comportement. Et là, tu as le modèle lié à notre système de récompense qui essaie de l'expliquer. Les TDAH, ce serait en fait des cerveaux qui chercheraient le court terme et qui auraient du mal à se projeter sur le long terme. Ce qui expliquerait les problèmes de fonction exécutive et d'impulsivité. En fait, si ton cerveau réfléchit pour gérer la seconde d'après, il s'en fout de planifier et d'organiser ta vie, et ça expliquerait par exemple que les TDAH soient plus soumis aux addictions ou aux problèmes de comportement alimentaire, puisque leur cerveau est biaisé pour gérer le court terme. Une autre théorie, ce serait que les fondements neurologiques de notre attention ne fonctionneraient pas correctement, ce qui explique l'inattention, mais pas l'hyperactivité. Et après, tu as une théorie du défaut de mode de ton cerveau. Le défaut de mode, c'est l'état dans lequel ton cerveau est quand tu fais rien. Genre quand tu te laisses rêvasser ou que tu te laisses aller à tes pensées. Le problème des TDAH, ce serait que passer de l'état de repos à l'état actif du cerveau prendrait trop de temps. Ça expliquerait par exemple les accidents, où un TDAH y conduirait, il serait dans ses automatismes, dans son habitude, et quand une voiture arriverait sur le côté, le temps que son cerveau sorte de ses rêvasseries pour voir
la voiture qui arrive à sa droite, bah, l'accident serait déjà arrivé. Donc tu as plein de théories, et aucune n'est fausse, parce qu'elle se base sur des arguments solides, mais aucune n'explique de manière satisfaisante la pathologie. Ce qui est logique, car comme je t'ai expliqué, l'ensemble des atteintes qu'on trouve chez les gens TDAH, c'est en fait un spectre de déficit, et il est bien probable qu'on utilise TDAH pour 2 personnes, avec pas du tout la même pathologie ou le même profil derrière. D'où la proposition de certains chercheurs de classer les TDAH non pas en fonction d'une case, mais en fonction de leur profil. Par exemple, des chercheurs proposent ce schéma. Donc, autour du schéma, tu as tous les symptômes qu'on retrouve chez le TDAH. Et comme je t'ai dit au début, on remarque des liens entre la pathologie du TDAH et d'autres pathologies, comme par exemple ici, les problèmes d'addicto, les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression ou la bipolarité. Et comme je te l'ai dit au début, on remarque des liens entre ces pathologies et leur origine biologique. Par exemple, de tête, mais j'ai oublié d'aller vérifier, il y a des problèmes de monoamine dans la dépression et dans le TDAH. Et donc, il y aurait par exemple des TDAH qui auraient une facilité à dépression et avec plus de symptômes d'agitation, de pensées suicidaires ou de difficulté à finir les tâches. Et il y aurait des TDAH plus dans la recherche de plaisir, avec des changements d'humeur, et dont le fonctionnement ressemble justement aux gens addicts avec un système de la récompense basé sur le court terme. Et il y a des gens qui seraient des mélanges de tout. Bref, les gens proposent non pas de dire « Ah, tu es TDAH », mais de dire selon ta biologie et ton fonctionnement, si tu as plutôt un profil neuropsychologique qu'un autre, et ces recherches seraient importantes car justement les traitements ne seront pas les mêmes. On va donc passer à la dernière étape, la plus pratique. Une fois qu'on a remarqué que tes fonctions exécutives dysfonctionnent et que ça ne te permet pas de vivre ta vie correctement, on fait quoi? Bon, le premier point, c'est qu'on va partir du principe que la personne TDAH dont on parle n'a pas de comorbidité et que tout a été réglé et qu'on sait bien, on est sûr qu'elle est TDAH. Car sinon, évidemment, avant de traiter le TDAH, on analyse ce qu'on doit traiter en premier. Par exemple, si le patient est suicidaire ou torché à chaque rendez-vous, tu vas pas aller lui dire « Allez, on va créer un petit agenda pour t'aider, il y a plus important à faire ». Et pour savoir le diagnostic différentiel, ce qui peut aider, pour savoir si la personne par exemple est TDAH ou dépressive ou bipolaire, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est d'analyser l'histoire familiale et le développement de la personne. Si d'autres personnes de la famille sont TDAH ou qu'on observe des signes de TDAH lorsque la personne était enfant, alors le TDAH c'est une piste à absolument pas négliger. Il y a d'ailleurs des tests exprès pour cela, où l'on demande à l'adulte comment il se jugeait enfant. Et après, pour chaque pathologie, tu as des signes qui permettent d'essayer de différencier le TDAH avec les autres. Par exemple, si une personne a été violée, tu vas plutôt essayer de voir si elle n'a pas un stress post-traumatique avant de te dire « Ah, elle est TDAH ». Dans la bipolarité, tu as souvent, par exemple, une variation de la libido en fonction des phases. C'est pas le cas chez le TDAH. Donc, comme je t'ai dit, je suis pas sûr que quelqu'un soit capable de poser le diagnostic de TDAH en 15 minutes, sachant tout ce qu'il y a à chercher dans la vie de la personne. Ok, donc, pour aider un TDAH, il y a 3 pistes principales. Soit on change son état, c'est-à-dire l'état de son fonctionnement cognitif, des fonctions exécutives ou du contrôle de soi. Soit on change son environnement en modifiant la charge mentale de l'environnement, soit on trouve des mesures pour compenser le mauvais fonctionnement cognitif. Actuellement, le meilleur moyen qu'on a de modifier l'état des fonctions exécutives, c'est les modifications de ton équilibre biologique, et le plus connu et proposé sont les médicaments. Alors tu as des gens qui te proposent des programmes de rééducation pour entraîner ton système cognitif, mais j'ai pas vu de résultats satisfaisants sur le long terme de ces études, donc je vais surtout développer l'idée des médicaments. Alors, c'est tout un sujet les médicaments dans le TDAH. Déjà, tu vois que comme ce trouble est en fait un spectre, un gros enjeu de la recherche c'est de comprendre quel est le soubassement biologique de chaque symptôme, et donc d'adapter le traitement à chaque fonctionnement. Donc il y a déjà beaucoup à faire là-dessus, et c'est un plan de recherche assez conséquent. Concernant les médicaments, il y a beaucoup de craintes concernant l'utilisation. Et parfois, les personnes commencent à accepter l'idée d'en prendre quand elles sont vraiment au fond du trou. Cependant, la plupart des traitements y montrent une amélioration importante des fonctionnements cognitifs dans le TDAH, et une amélioration de la qualité de vie qui suit. Et après tout, tu as des millions de personnes qui prennent des médicaments pour leur diabète, ils ont plus de mal pour le TDAH, peut-être que le fait que cela touche au cerveau les refroidit plus, je ne sais pas. Aux États-Unis, apparemment, ils auraient eu le problème inverse, avec une prescription beaucoup trop facile sur des gens même pas TDAH. Ce que j'ai vu dans les études, c'est que l'utilisation des médicaments utilisés dans le TDAH chez les étudiants est importante, soit pour augmenter leur performance, soit clairement pour se droguer, puisque ce sont des amphétamines pour la plupart. Et ceux qui connaissent un peu l'e-sport savent que c'est pas rare qu'avant une compétition,
les joueurs aillent voir leur médecin pour demander un peu de traitement pour leur TDAH. C'est un peu comme les cyclistes qui sont devenus tous asthmatiques avant de se mettre en compétition. Bref, contrairement aux antidépresseurs qui ont peu de chances d'avoir des effets super utiles pour le tout venant, les médocs les plus connus pour le TDAH sont super utiles pour se droguer ou pour se doper. Et ce qui est bien en France, au moins, c'est que leur prescription est quand même bien contrôlée. À mes yeux, le choix du traitement reste au patient, mais on ne peut pas nier l'intérêt de cette piste dans le TDAH. Après, il y a plusieurs autres pans de la recherche qui commencent à se développer sur quelles sont les habitudes de vie que tu peux prendre qui vont améliorer ton fonctionnement. Par exemple, on a remarqué qu'apparemment, le sport diminue certains symptômes du TDAH, un peu comme si le TDAH voulait bouger tout le temps et que lui donner sa dose de bougeotte lui permettait effectivement de se réguler. Et il y a aussi des pistes au niveau de l'alimentation. Par exemple, on voit que le sucre détruit tes fonctions exécutives et que donc en prendre moins qu'en TDAH peut améliorer tes symptômes. Donc ça, c'était pour le pan. On essaie de modifier la façon dont fonctionne ton cerveau pour pouvoir modifier ton fonctionnement cognitif. Deuxième piste, c'est modifier l'environnement. L'idée, c'est de diminuer la charge à gérer du patient. Par exemple, proposer un open space à un patient inattentif, c'est peut-être une très mauvaise idée, puisque du coup, il va être attiré partout. Il vaut mieux l'isoler et qu'il demande à être isolé dans un endroit de l'entreprise. Faire de la psychoéducation à la FMI aussi, pour pas demander plusieurs choses à la fois à un TDAH, c'est peut-être une bonne idée aussi. Par exemple, un cas typique du TDAH, c'est que tu le demandes d'aller chercher le fromage. Déjà, s'il te ramène, c'est bien parce que son cerveau a réussi à pas décrocher et donc il s'est pas retrouvé devant le frigo en disant « Mais qu'est-ce que je dois chercher, bordel ?» Donc c'est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que quand il y va, tu vas pas lui rejeter une autre consigne en demandant par exemple de ramener une cuillère. Parce que là, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se faire perdre. Et évidemment, si tu es la personne qui te tape toute l'organisation de la maison et que tu es TDAH, c'est la porte ouverte à de gros problèmes. Mais d'ailleurs, même si t'es pas TDAH, il y a un bug quelque part, si tu dois tout gérer à ta maison, vaut mieux se barrer. En gros, tu peux essayer de changer l'environnement familial et professionnel pour limiter la charge. Ça marche aussi pour la gestion émotionnelle. Si par exemple ton cerveau bug parce qu'il est impulsif et que tu peux pas gérer en même temps une conversation, ton activité, plus tes émotions, peut-être qu'il faut prévoir d'aller se calmer en premier et que c'est une bonne solution pour ton couple que dès que ça commence à partir en vrille, on arrête tout, on va se calmer et on revient juste pour discuter. Et la troisième piste, c'est toutes les mesures compensatoires qui vont permettre de faire en sorte que ton déficit exécutif, il impacte pas ta vie. C'est utilisé dans tous les problèmes neuropsy que l'on peut rencontrer avec des AVC, par exemple, ou des gens qui sont trauma crâniens. Un exemple, c'est le combo qui marche bien, c'est le combo to-do list plus agenda. Par exemple, tous les soirs, le TDAH, il se note sur une to-do list les nouveautés, et il prend soin de les noter sur son agenda quand il va les faire, qu'il les fasse dans une semaine ou alors le lendemain. Et l'organisation doit être très rigide, car la moindre nouveauté peut venir tout péter à cause de son manque de flexibilité mentale. Donc s'il y a un truc nouveau qui arrive, on fait pas péter l'agenda, on le note sur la to-do list, et on le programme le soir. En gros, s'il nous arrive quelque chose de nouveau, on se dit qu'on le gérera après, mais on continue son rythme de vie normal. Bon, évidemment, si c'est ton gosse en train de mourir, vaut mieux tout péter. On va pas faire de généralité. L'important de ça, c'est que du coup, on élimine le coût de la nouveauté qui demande énormément de capacité cognitive, et que le lendemain aussi, le TDAH, il aura rien organisé en plus. Il se contente de suivre son agenda bêtement, et ça lui évite une surcharge mentale. Et dans les cas les plus graves, on décompose chaque action. Par exemple, si le patient doit prendre des rendez-vous avec un nouveau médecin, on note pas sur la to-do list prendre rendez-vous avec la médecin, on note regarder sur Google le médecin, noter le numéro, appeler. Donc 3 étapes que tu peux programmer à des moments différents. Alors ça a l'air con, mais comme la nouveauté demande beaucoup à tes capacités exécutives, si un patient TDAH a une nouvelle info ou activité à gérer d'un coup, il peut bloquer ou être paumé. Donc on peut leur apprendre à prendre le réflexe, c'est nouveau, je note, je verrai ce soir avec mon agenda, au lieu de vouloir s'adapter tout le temps. Un autre conseil classique, c'est de ranger ses affaires toujours au même endroit, pour que leur emplacement reste en mémoire. Bref, en gros, ça nécessite de connaître le profil neuropsychologique du patient, de s'y connaître en neuropsychologie, et de mettre des béquilles neuropsychologiques pour limiter les pertes, les oublis, la sensation d'être paumé, d'être dépassé, et du coup de se faire embarquer par la vie ou ses émotions. L'idée, en gros, c'est de limiter la charge mentale, et pour ça, le mieux, c'est de prendre des automatismes ou certaines organisations rigides. Donc automatiser les actions de la vie quotidienne, c'est un très bon moyen de limiter la charge mentale des TDAH. Et là, en fait, il y a des milliers
d'adaptation que tu peux prendre, et je te laisserai quelques documents dans la description qui te permettent de trouver des idées. Voilà, en attendant, si tu as envie de voir d'autres vidéos de psycho, il y a ma chaîne et tu trouveras d'autres informations. Et aussi, si tu as envie d'avoir d'autres informations sur le TDAH adulte, je connais une chaîne qui en a fait vraiment beaucoup de vidéos, et donc tu pourras trouver plus d'informations dessus. Voilà, à bientôt!